citoyens de l'Alliance des États du Sahel, l'AES a bien plus que jamais besoin de votre engagement pour remporter la victoire contre le terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Il y a ceux qu'on voit et ceux qui veillent dans le silence, ceux qui avancent quand tout recule, ceux qui dressent quand le vent souffle contre nous. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Dans le sable, dans la poussière, dans les confins oubliés du pays, ils s'avancent, sans plainte, sans repos pour nous. Ils protègent, ils préviennent, ils se battent, non pour la gloire, mais pour la paix. Chaque jour, ils écrivent dans l'ombre l'histoire d'un Niger fort, un Niger digne, un Niger invincible. Mais les armes ne sont pas leur seule force. Le cœur bat aussi sous le treillis. Et ce cœur-là donne, aime, soulage. Là où la guerre a semé la peur, ils apportent un grand regard humain. Là où tout semblait perdu, ils viennent reconstruire le lien. Ce sont des soldats, oui, mais ce sont aussi des frères, des pères, des bâtisseurs. Ils forment et assistent nos populations dans différents métiers porteurs d'espoir, parce qu'ils savent qu'un peuple qui travaille, qui apprend, qui produit, est un peuple qui ne cède pas. Voilà nos forces, pas seulement des défenseurs, mais aussi des porteurs de lumière. Chaque mission, chaque geste, chaque sacrifice est une promesse de paix, une promesse d'avenir. Nos forces sont l'écho de notre courage collectif. Elles ne portent pas seulement les armes, elles portent l'espoir. Et tant qu'elles marcheront, le Niger ne tombera jamais. Les méthodes de recrutement des terroristes varient selon les groupes, mais plusieurs stratégies communes émergent et s'articulent autour de 5 points. 1. Manipulation idéologique. Les recruteurs exploitent des croyances religieuses ou politiques présentant des narrations qui justifient la violence. 2. Utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont utilisées pour diffuser des contenus extrémistes pour établir des contacts avec des individus vulnérables. 3. Ciblage des communautés soi-disant marginalisées. Les groupes peuvent se concentrer sur des personnes ressentant une présumée aliénation ou une frustration leur permettant de développer un sens d'appartenance et une identité en lien avec leur communauté. Au Niger, aucune communauté n'est discriminée. 4. Utilisation des relations personnelles. Les recruteurs se servent des relations familiales, amicales ou communautaires pour faciliter le processus de recrutement. Enfin, 5. Formation et endoctrinement. Les groupes offrent des formations qui incluent des sessions d'endoctrinement pour renforcer leur idéologie et préparer les recrues à des actions violentes. Chers concitoyens, si vous êtes en face de quelqu'un dont le raisonnement est construit autour de ces 5 points, sachez que vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, celui des terroristes. Le Niger que nous chérissons
n'a pas besoin de ça. Suite au djihad d'Ousmane Danfodio entre 1831 et 1855, tout le Zarmaterey était sous l'influence du pouvoir de Sokoto. À Dosso, c'est Amirou Bakar, un notable imposé par Sokoto qui gouverna les principautés du Zigui pendant 25 ans. Les armées du Zigui et du Boboy avaient comme commandant en chef un Wonkoy originaire de Niki, Daoudou Bougaram. Après la bataille de Zagoré 1831, qui fut une défaite pour les Zarma, refusant la domination de Sokoto, Daoudou Bougaram se retira dans le Dendi. Sollicité par Yacouba Nabami, prince héritier du Kabi, chassé également du pouvoir par les partisans d'Ousmane Danfodio, ils mirent en place une coalition armée composée des chefs de guerre de l'Arewa, Dosso, Kabi et Yelou. Cette coalition dénommée l'Alliance autour du Kabi ou Likwang Kabi va libérer successivement le Kabi en 1849 après la bataille de Mera, le Dendi après la libération de Yelou en 1853, le Zigui après les batailles de Gourou, Bankassam et Dosso 1854, le Boboy, Kyota et Koigolo après les batailles de Tamkala et Kolo 1855 et 1856. Des sources affirment que c'est sur l'initiative du Wonkoy Daouda Bougaram que la capitale du Kabi fut transférée de Birnin Kabi à Argungu en 1849. Tout le Kabi libéré, en guise de reconnaissance, le Kanta de Kabi lui donna sa propre sœur Hajara en mariage. De cette union naîtra Sayo, fils de Daoudou Bougaram, à l'origine d'une chefferie Zarma dans l'état du Kabi au Nigeria, dénommée Sayo Kwara. D'ailleurs, le sabre de Daoudou Bougaram, Mahdi Yamma, le sauveur, est actuellement exposé dans le musée de l'état de Kabi, à Argungu, symbolisant l'amitié et la solidarité légendaire entre les Kabawa et les Abarmawa, entre le Nigeria et le Niger. Solidarité que nul ne saurait effacer. De nombreuses sources orales et écrites indiquent que Malibéro, dont la tombe se trouve à Sargan, près de Walam, dans le Zarmaganda, fut un prince héritier descendant de Zaberi, le grand Za, le 26e souverain de la première dynastie de l'Empire Songhai. Après sa mort, son successeur, le Zarmakwei Tagour Gana, s'installa à Kobi, dans le Tondikanja, près de Damana. Il rassembla et unifia au sein d'un vaste royaume tous les Zarma Songhai et groupes apparentés. Zarma Golé, Zarma Kallé, Zarma Sabiri, Zarma Goubey, Zarma Wazi, Gabda, Goumandey, Lafar, etc. Tous les ouvrages d'histoire confirment l'existence de ce royaume au début du XVIIe siècle, avec tous les symboles royaux et une organisation politique, économique et sociale. Le Zarmakwei Tagour Gana régna longtemps, mais son règne s'acheva malheureusement par un conflit dynastique entre ses 4 héritiers, Sajam l'aîné, Zamou Sega, Boukar et le cadet Ali Kwada. En effet, le choix de son 3e fils Boukar pour lui succéder provoqua le mécontentement des autres frères, l'émiettement de son royaume et la création de plusieurs principautés historiques Zarma Songhai. Cet événement, intervenu au XVIIe siècle, qui explique l'existence de nos jours dans l'ouest du Niger de plusieurs principautés historiques Zarma Songhai, chef-lieu de canton ou sultanat. De même, c'est pourquoi de nos jours, toutes les chefferies Zarma de l'ouest du Niger ont généralement à leur tête des Aberi Benda ou princes descendants de Zabarkan, Malibéro et Tagour Gana. Ces principautés historiques sont Kirtachi, Dosso, Ndunga, Liboré, Saga, Sargan, Tondikwindi, Damana, Kyota, Hamdallai, Danchandou et Kouré.
Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision nationale Télé Sahel en ce 7 août 2025. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby, a quitté Niamey ce jour après 48 heures de visite de travail. Il a été accompagné par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani. Le ministre de l'Urbanisme a participé du 31 juillet au 3 août 2025 à Bamako au Salon malien de l'architecture et de la construction, SAMAC 2025. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information est en mission à Zender. Hadji Ali Salatou s'est rendu dans plusieurs services relevant de son département ministériel. Mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, a signé ce jour de décret portant nomination et affectation de magistrats. Au terme du premier décret, M. Abdou Nassirou, magistrat du 3e grade, 5e échelon, matricule 148 485/P, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, est nommé juge d'instruction du 2e cabinet du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière en remplacement de Madame Doubé Fatouma Dadi, appelée à d'autres fonctions. Au terme du second décret, les magistrats dont les noms suivent sont mis à la disposition de l'administration centrale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit de Madame Doubé Fatouma Dadi, magistrat du 2e grade, 2e échelon, matricule 97 816/L, précédemment juge d'instruction du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Monsieur Zakari Djado Bachir, magistrat du 3e grade, 3e échelon, matricule 161-113/H, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Monsieur Seidi Mobeli Cheibou, magistrat du 3e grade, 3e échelon, matricule 161-127/P, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Difa. Fait à Niamey le 7 août 2025, c'est un communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Roufaï Lawali. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, a offert hier soir au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey un dîner de gala au président maréchal du Tchad. Cérémonie d'échange et de partage entre convives pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité. N'est-ce pas, Abari Amiti? Après une journée caractérisée par des échanges bilatéraux sur des questions stratégiques entre le Niger et le Tchad, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, a convié son hôte de marque, le maréchal Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, et sa délégation à un dîner somptueux. Dîner de gala animé par des artistes triés sur le volet pour une ambiance conviviale. Occasion de continuer les échanges avec un rythme composé par le groupe de danse d'Amonzo, de Al-Gaïta et aussi le groupe Itran. Le célèbre artiste Mamansani est monté aussi sur la scène, une scène agrémentée par les notes du très connu artiste pianiste Mamansani. Kasan Nijar da tare dangin juna ne. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, général d'armée Abdrahmane Chani, deux frères qui sont unis aujourd'hui. Malgré le soir,
Sont également présents à cette fête le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, les ministres d'État de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et ceux du gouvernement et d'autres invités de marque. Ensemble, ils ont célébré cette visite de 48 heures du président tchadien au Niger, une visite d'amitié et de travail d'un allié du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Voilà, c'est dans la salle de réunion de l'hôtel Radisson Blu que près de 300 personnes ont répondu présent à la rencontre solennelle entre la communauté tchadienne vivant ou de passage à Niamey et le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Une rencontre autour d'un idéal commun, d'un Tchad de paix, de cohésion sociale et de progrès de ce pays frère et voisin. Abari Amiti que nous retrouvons pour les détails. Face à la communauté tchadienne, le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby, a eu un moment d'échange et de partage avec une centaine de personnes. Des ressortissants vivants ou de passage à Niamey se sont mobilisés pour l'accueil et le séjour du chef de l'État du Tchad. Cette communauté, c'est une communauté courageuse, exemplaire et pleinement engagée dans votre vision d'un État uni et solidaire. Monsieur le Président, sans tarder, je vous invite à prendre la parole. Merci. En langue nationale tchadienne, le président maréchal Mahamat Idriss Déby est revenu sur l'importance de la coopération entre son pays et le Niger, terre d'accueil et d'hospitalité pour de nombreux Tchadiens vivant dans notre pays. Le chef de l'État qui remercie Dieu et la jeunesse tchadienne pleine de confiance et d'énergie pour œuvrer pour la paix, la sécurité, dans la fraternité et l'unité du Tchad. Un pays plein d'opportunités, pays producteur de pétrole et disposant d'autres ressources minières qui offrent des opportunités afin de le bâtir davantage. Le patriotisme a été le mot d'ordre du président maréchal qui s'est réjoui de cet échange avec sa communauté pour un Tchad nouveau, paisible et développé. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby, a quitté Niamey ce jour après 48 heures de visite de travail. Il a été accompagné par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tchani, le premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, ceux du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey, l'administrateur délégués de la ville de Niamey, les membres des cabinets et les conseillers du président de la République et du Premier ministre, le corps diplomatique, les ressortissants tchadiens vivant ou de passage à Niamey étaient tous présents, comme vous les voyez bien sûr sur ces différentes images.
Monsieur le maréchal, président de la République, l'honneur vous sont rendus par un détachement la tournée de la principale de force armée, le drapeau national et sa garde, voit que les hommes de l'autorité aux hommes du capitaine Amara, le 2e escadron de l'année, en leur excellence. La première rencontre culturelle internationale sur la langue et les cultures Songhai, Zarma, Dandi et les alliances à plaisanterie a démarré ses activités cet après-midi à Niamey. Placée sous le thème facteur de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix au Sahel, cette activité a été présidée par le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Laminzen. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions prochaines. Au Burkina Faso, précisément au palais de Koulouba, le président du Faso a reçu en audience hier 6 août une délégation nigérienne conduite par la ministre en charge de l'énergie, porteuse d'un message du chef de l'État nigérien pour une souveraineté énergétique. Et cette indépendance passe par la réalisation d'un projet de complexe charbonnier, l'objet des échanges entre le capitaine Ibrahim Traoré et les émissaires du Niger. C'est un commentaire signé par Moussa Ki. Bientôt, un complexe charbonnier pour la souveraineté énergétique dans l'espace confédéral AES. Ce projet, qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée, est ici porté à l'appréciation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, par les émissaires du président nigérien. L'initiative renferme bien des ambitions sous-régionales et les envoyés du général d'armée Abdourahmane Tiani sollicitent l'adhésion du Burkina Faso pour la réalisation du projet. Un grand honneur et une fierté d'échanger sur un projet structurant. Et le projet structurant, c'est le projet du complexe charbonnier Salkadamna, qui a pour objectif de jeter la base de la souveraineté énergétique des États de la région, mais aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable. Nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, pour une population du Niger, mais pour toute la région du Sahel. Pour ces émissaires du chef de l'État nigérien, la réalisation du complexe charbonnier est plus que jamais un défi collectif, un instrument pour l'indépendance énergétique des pays de l'AES.
et les concertations vont se poursuivre pour la concrétisation de cet ambitieux projet. Au Mali, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a été reçu ce mercredi 6 août 2025 à Awaza. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale. Mamari Kone et Aliou Touré. Nous voudrais vraiment remercier les autorités du Turkménistan. Nous avons eu l'opportunité et l'honneur d'être reçus par son Excellence, le président du Turkménistan. Au cours de cette audience, nous lui avons transmis les chaleureuses salutations de son homologue, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Nous l'avons également remercié pour l'invitation qui a été adressée au Mali d'assister à cette importante conférence des pays sans littoral. Il nous a prodigué de bons conseils pour renforcer les relations entre le Mali et le Turkménistan, aussi bien dans un cadre multilatéral qu'est la conférence des pays sans littoral, également dans un cadre bilatéral. Je voudrais indiquer qu'il existe déjà quelques relations entre le Turkménistan et le Mali. À titre illustratif, à Ashgabat, dans la capitale du Turkménistan, il y a une rue qui porte le nom de la capitale du Mali, Bamako. Et à Bamako également, nous avons une rue qui porte le nom de Ashgabat, donc la capitale du Turkménistan. Donc, cela veut dire qu'il y a plusieurs matières, plusieurs domaines dans lesquels nous devons renforcer nos coopérations. Globalement, ceci est le point de vue et la vision convergente à la fois du président du Mali et du président du Turkménistan. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues se trouve depuis ce matin à Dosso dans le cadre d'une mission dans la capitale des Jarmakoy. Dr Elisabeth Chérif préside la réunion des cadres de son département ministériel. Cette rencontre vise à valider les deux avant-projets d'arrêté portant respectivement organisation des services de l'administration centrale et celle des services déconcentrés et fixant les attributions de leurs responsables Ali Hashimou et Habibou Bako pour les précisions. Cette rencontre de validation de deux avant-projets d'arrêté portant respectivement organisation des services de l'administration centrale et organisation des services déconcentrés et fixant les attributions de leurs responsables pour aussi besoin en est l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités du Niger au secteur éducatif, a laissé entendre le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, dans son adresse autorité auquel se trouve en tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Cet exercice de validation de ces deux avant-projets s'inscrit dans le cadre de la dynamique de la réforme et de la refondation du système éducatif nigérien, a fait remarquer la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Les deux avant-projets d'arrêté que nous allons examiner lors de cette rencontre sont le résultat d'un travail rigoureux. Ils traduisent une volonté de clarification des rôles, d'amélioration de la coordination entre les structures et de renforcement de la déconcentration conformément aux principes de la bonne gouvernance. L'avant-projet d'arrêté portant organisation des services de l'administration centrale vise à rationaliser les structures, à éviter les chevauchements des attributions et à favoriser une meilleure articulation entre les différentes structures de l'administration centrale du ministère. Quant à celui portant organisation des services techniques déconcentrés, il répond à un double impératif: rapprocher davantage l'administration scolaire de ses usagers et donner aux structures régionales, départementales et communales les meilleurs moyens de jouer leur rôle en ce qui concerne le pilotage, le suivi et la redevabilité. La ministre de l'Éducation nationale a également notifié que ces textes sont un véritable outil de transformation. C'est pourquoi ils doivent être analysés avec toute la sérénité requise.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a rassuré les participants que ces avant-projets d'arrêté, une fois validés, permettront à coup sûr de poser un véritable jalon de la refondation du système éducatif avec à la clé une administration moderne, bien outillée, orientée vers les résultats. Sous le regard attentif du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues, le Niger a franchi une nouvelle étape dans l'intégration du football à l'école à travers le programme FIFA Football for School. Cette initiative a pour objectif de faire du ballon rond un outil pédagogique au service du développement des jeunes. Pascal Sessou-Gauthier et Philippe Tchao. Et si le ballon rond devenait un levier d'éducation? Au Niger, le football dépasse désormais les terrains de jeu. Il s'invite dans les écoles grâce au programme mondial FIFA Football for Schools. Le pays s'engage résolument à faire du sport un outil d'apprentissage, d'inclusion et de citoyenneté. Et au-delà des compétences techniques, ils sont également acquis des outils pour enseigner des compétences de vie. Des valeurs essentielles qui aideront les filles et les garçons du Niger à se développer, non seulement sur le terrain, mais aussi dans leur parcours personnel et en tant que citoyen. Dans chaque école, on peut avoir 2 heures de foot chaque semaine, qu'on a vraiment choisi le Niger avec sa collaboration avec la fédération pour avoir cet honneur. Durant 3 jours, 100 encadreurs venus des 8 régions du pays ont bénéficié d'une formation mêlant théorie et pratique. Ces éducateurs ont été outillés pour intégrer le football dans les activités pédagogiques tout en respectant les valeurs éducatives du programme. La Fédération nigérienne de football réaffirme pour sa part sa volonté de faire du football scolaire et du football de base l'une de ses priorités stratégiques, car l'école reste et demeure le moyen le plus simple et le plus efficace pour impliquer les enfants au sport. Ce stage est le fruit d'un protocole d'accord signé le 26 juillet dernier à Rabat entre la FIFA, le gouvernement nigérien et la Fédération nigérienne de football. Une alliance stratégique qui vise à inscrire durablement le sport dans les programmes scolaires dès les plus jeunes âges. Il est essentiel que notre pays se démarque désormais et se hisse au rang des grandes nations du football. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Il y a un Fonds national de développement du sport qui est institué pour pouvoir accompagner le sport, et particulièrement le football. Pour nous, il est important que notre sport, en tout cas, se développe davantage. La désignation de 300 établissements de mon département ministériel, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la détermination de la FIFA pour appuyer la mise en œuvre et la coordination efficace du programme. Le Niger, en adoptant cette approche, entend écrire une nouvelle page de son développement sportif et éducatif. L'initiative veut faire émerger une génération de jeunes citoyens épanouis, disciplinés et bien formés sur le terrain comme à l'école. Ce projet repose sur une conviction simple mais puissante. Former de bons joueurs, c'est bien. Former des bons hommes et femmes par le football, c'est encore mieux. Le Salon malien de l'architecture et de la construction SAMAC 2025 s'est déroulé du 31 juillet au 3 août 2025 à Bamako, au Mali. Les travaux de ce salon ont réuni les ministres de l'urbanisme des pays de l'Alliance des États du Sahel, les experts, les architectes et les décideurs. Le ministre de l'urbanisme, de l'habitat du Niger, le colonel Abdul-Kadri Amadou Daouda, a porté la voix nationale au SAMAC en plaçant l'action du Niger dans une perspective régionale d'urbanisme durable. On en sait plus avec Salamatou Yazi Salo. Cette première édition du SAMAC, Salon malien de l'architecture et de la construction, sous le thème politique publique, législation urbaine et normes de construction durable au Mali, au Burkina et au Niger, tenue du 31 juillet au 3 août 2025 à Bamako au Mali, a été particulièrement marquée par des échanges fructueux.
Une rencontre à laquelle a participé le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdulkadir Amadou Daouda, en qualité d'invité d'honneur. Le thème de ce salon fort et engagé reflète la volonté des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES de repenser le concept de ville, de revoir les politiques publiques, de renforcer les normes de construction et d'inscrire l'aménagement du territoire dans une logique de souveraineté, de sécurité et de développement durable. Portant la voix du Niger aux côtés de ses homologues du Mali et du Burkina Faso, le ministre, le colonel Abdulkadir Amadou Daouda, a réaffirmé l'importance d'un urbanisme résilient, enraciné dans nos traditions, mais ouvert à l'innovation, vœu cher de nos autorités. Le logement, l'architecture, la planification urbaine ne sont pas de simples constructions physiques. Ils portent les espoirs, la dignité, la sécurité des populations et l'équité d'accès à un logement pour tous, a-t-il dit. En marge du SAMAC, le colonel Abdulkadir Amadou Daouda a organisé le 2 août 2025 un dîner officiel en l'honneur des délégations participantes. Ce fut l'occasion de renforcer les liens entre les acteurs de l'urbanisme sahélien et de formuler une invitation solennelle à l'endroit des participants pour prendre part au Salon nigérien de l'architecture et de la construction Archimat, prévu du 22 au 26 octobre 2025 à Niamey. Le colonel Abdulkadir Amadou Daouda a également pris part à la cérémonie de commémoration de la fête de l'arbre le 3 août 2025 organisée par la diaspora nigérienne au Mali. Une commémoration qui a rassemblé de nombreux compatriotes autour des idéaux de liberté, de solidarité et de construction collective. Dans son allocution, le ministre a salué la mobilisation exemplaire de la diaspora nigérienne au Mali, tout en soulignant que les Nigériens à l'extérieur sont des acteurs à part entière dans le processus de la refondation nationale. Ils sont porteurs de compétences, des voix au-delà des frontières pour notre pays en particulier et pour les pays de l'Alliance des États du Sahel en général. Cette présence active du Niger au Salon malien de l'architecture et de la construction ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Mission de travail dans la région de Zender, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a effectué ce jeudi une série de visites dans les médias publics et privés de la ville. Hadji Ali Salatou s'est rendu également dans les autres services relevant de son département ministériel. Il s'agissait d'une visite de prise de contact avec les responsables de ces services et s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents. Matoturaki et Abdraman Mazou. À la station régionale RTN de Zender, où il a débuté sa tournée en compagnie des autorités régionales, Hadji Ali Salatou a été accueilli par le directeur général de la RTN, Abdoulaye Koulibaly, qui avait à ses côtés la directrice des stations régionales, les directeurs techniques, le responsable de la station régionale et le personnel. L'objectif de cette tournée est de s'imprégner du fonctionnement des structures, d'identifier les défis auxquels elles font face et de poser les bases d'une collaboration efficace pour une communication publique renforcée dans un contexte de guerre informationnelle. Des bureaux des responsables à la salle du matériel, en passant par la salle de montage vidéo, la salle de montage audio, le studio, la salle de presse et le bureau régional de l'ANP. Le ministre a fait le tour des locaux de la RTN pour constater de visu les réalités de travail des agents. Et c'est un personnel motivé avec du matériel qui se donne au quotidien pour s'acquitter de son devoir que le ministre a retrouvé sur place. Partout, lors de cette visite, les échanges ont été francs et constructifs, traduisant un engagement partagé pour relever les défis du secteur de la communication. À la suite de la RTN, la délégation ministérielle s'est rendue successivement à la télédiffusion du Niger TDN, une structure publique qui assure le transport, le multiplexage, la diffusion des programmes des chaînes de télévision publiques et privées,
à travers notamment la gestion des émetteurs sur tout le territoire national. Puis au niveau du centre de transmission RF de Niger Télécom, la société Niger Télécom assure la fourniture des services de télécommunication de haute qualité et accessibles à tous les Nigériens. Le ministre a poursuivi sa tournée ce jeudi au niveau de l'agence régionale de Niger Post. Aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre d'une stratégie marketing et de gouvernance basée sur l'innovation et la proximité, et malgré les difficultés, cette entreprise postale est en mesure de faire face à sa mission principale. Au niveau des médias privés, Amfani, Liberté, RTT, Dunia et la télévision Gaskia, c'est sensiblement le constat des mêmes réalités que vivent les agents qu'a fait le ministre. Partout, les échanges et les rencontres ont permis de faire un état de lieu du fonctionnement des différents services déconcentrés. Le ministre Haji Ali Salatou a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour les résultats et les performances qu'ils ont engrangés et dont il a pu avoir connaissance depuis son arrivée. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information poursuit son périple à l'intérieur du pays. Hadji Ali Salatou, qu'accompagne notamment le directeur général de la radio-télévision du Niger, Abdoulaye Koulibaly, a visité cet après-midi le centre émetteur TV et la station régionale RTN de Maradi. Le ministre est allé s'enquérir des fonctionnements de ces deux services qui jouent un rôle moteur, notamment dans l'information et la sensibilisation des populations. Sandanatahi et Nassirou Nakakali. Accueilli par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information Ali Hadji Salatou, à la tête d'une importante délégation composée de la directrice de la communication, Madame Chaoulani Safiatou, du directeur général de la RTN, Abdoulaye Koulibaly, du directeur technique de la RTN, Soumaïla Soumana, de la directrice des stations régionales, Madame Maïmouna Tembo, est venue s'inquérir des conditions de travail des agents de son département ministériel. C'est ainsi qu'il s'est rendu au centre d'émission CETV pour recevoir des explications sur les équipements analogiques et la TNT, ainsi que sur les difficultés de la diffusion TV en H24 pour insuffisance des moyens locaux de production en cas de coupure électrique. Cette visite a ensuite concerné le centre technique de la Sonitel, le conteneur et les magasins dans lesquels sont stockés les matériels du centre de production régionale en projet, acquis dans le cadre de la fête tournante Maradi-Kolia, une fois installé dans le bâtiment prévu à cet effet, visité par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Ali Hadji Salatou. Ce centre servira aux régions de Maradi, Zender et Difa. C'est pourquoi le ministre relayé par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, a suggéré que des techniciens de bâtiment viennent évaluer et valider ces travaux afin de permettre l'installation de ces centres et la radio régionale RJM qui souffre des problèmes de locaux. À la station régionale RTN de Maradi, le ministre s'est beaucoup intéressé aux conditions de travail des agents et responsables qu'il a encouragés pour leur résilience. Nonobstant la modestie des moyens, ils offrent des prestations de qualité à la population qui a besoin de la communication pour mieux adhérer et participer aux actions de la refondation du Niger et du renforcement des liens de fraternité et de cohésion sociale. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, poursuit son périple à l'intérieur du pays. À Difa, où elle était ce matin, Mme Braraki Germakoy a visité en compagnie du gouverneur de la région le chantier du programme de la grande irrigation du Centre de développement agricole. Les travaux exécutés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA sont au stade de finition. Aliou Ibrahim et Abdraman Majiri. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, accompagnée du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdouma, était ce matin sur le site du Centre de développement agricole. Cette mission intervient dans le cadre du suivi des travaux de réhabilitation financés par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie sur ce site stratégique, dont la relance vise à booster la production rizicole dans la région de Difa.
Ce chantier en droite ligne avec les priorités définies par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, s'inscrit dans la volonté ferme des autorités de la refondation de garantir la souveraineté alimentaire du Niger. Des producteurs mobilisés sur place ont salué cette initiative qui redonne espoir aux communautés agricoles de Difa. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Difa a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités nationales, notamment au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour cet investissement structurant. Je voudrais à cette occasion remercier sincèrement les autorités nationales, dire toute notre gratitude à l'endroit de ces autorités, mais également remercier l'ONAHA qui a réalisé ces travaux. Nous ne devons pas oublier l'ensemble des populations nigériennes. C'est quand même elles qui ont constitué le fonds de solidarité. Nous les remercions sincèrement au nom des populations de la région de Difa. Je voudrais pour finir faire un appel, d'abord à l'endroit des autorités nationales, pour dire que la région de Difa renferme des potentialités énormes, c'est connu. Nous avons donc ces potentialités qui nous permettent de multiplier les aménagements hydro-agricoles. Nous avons des potentialités qui nous permettent de booster la filière poisson, mais également de faire un élevage extensif. Quant à la présidente du comité de gestion du fonds, elle a réaffirmé l'engagement du FSSP à soutenir des projets forts à impact pour les populations, tout en lançant un appel à l'entretien durable des infrastructures mises en place. C'est plus de 1400 personnes qui y travaillent, avec un emploi permanent à 357 producteurs, dont 10% sont des femmes. Notre souhait est que, après la réception définitive et la mise en valeur de l'ensemble des sites, que nous puissions augmenter la productivité par 3. Nous avons mis en place un encadrement qui a été confié à une structure qui s'y connaît dans le domaine, notamment l'Eureka. Avec cet encadrement, les producteurs pourront bien travailler, pourront mieux utiliser les ressources qui sont issues de la production en augmentant le chiffre d'affaires, mais en améliorant surtout la qualité de la production. Cette visite marque ainsi un tournant décisif sur la relance de la production agricole à Difa, en parfaite harmonie avec les idéaux de souveraineté et de développement portés par les autorités de la refondation. Poursuivant justement sa mission de travail à l'intérieur du pays, la présidente du Fonds de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a rencontré hier les populations de Gouré, région de Zender. Les échanges ont porté sur la gestion du fonds dans l'intérêt des populations nigériennes. Hadiza Yakouba. C'est la salle de réunion de la commune urbaine de Gouré qui a servi de cadre à cette rencontre d'échange avec la mission conduite par la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, Mme Reki Brajarmakoy. Cette rencontre a pour objectif de partager avec les populations, notamment les autorités administratives, coutumières, leaders religieux, bref, toutes les couches socio-professionnelles du département afin de sensibiliser les uns et les autres sur la participation citoyenne dans le cadre de la mobilisation des ressources au fonds. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. D'abord, celle du préfet du département de Gouré, commandant Harouna Halidou, de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Gouré, les chefs de canton, qui ont pris la parole pour saluer cette initiative des plus hautes autorités du pays. Pour sa part, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Borareki Germakoy, complétée par les autres membres de la mission, ont tour à tour pris la parole pour expliquer de long à large aux participants la mission dévolue au fonds. Ils n'ont pas manqué de transmettre aux populations les salutations et les encouragements des autorités de la refondation. Au cours de la présente rencontre, les participants ont posé des questions d'éclaircissement
auxquels des réponses appropriées leur ont été apportées. Il faut souligner que d'autres participants se sont manifestés à travers la remise de leur contribution au fonds. Avant de quitter cette localité, la présidente a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Gouré. Lancement du concours d'entrée des nouveaux bacheliers à l'école supérieure de communication électronique et de la poste ESSEP Niger hier mercredi 6 août 2025. Plus de 300 candidats se sont présentés à ce concours présidé par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nafisa Badmassi et Imran Boubacar Maïga y étaient pour la RTN. Ils sont plus de 300 candidats à se présenter tôt ce mercredi au concours d'entrée à l'école supérieure des communications électroniques et de la poste du Niger ESSEP Niger. Une école qui aujourd'hui s'est imposée comme un établissement phare de l'enseignement supérieur technique au Niger, devenant ainsi une institution de référence dans le domaine d'éthique. Le CEP Niger forme une nouvelle génération de professionnels qualifiés, prêts à relever les défis de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest. C'est dans ses habitudes, l'École supérieure de communication électronique et de la poste, après les examens du baccalauréat, lance son concours d'entrée dans les premières années des spécialités. 5 spécialités dans lesquelles on a lancé les concours. Seuls les meilleurs, Inch'Allah, passeront et seront admis à ce concours et qu'à l'ESSEP, nous leur garantissons une formation de qualité. Président le lancement officiel de ce concours d'entrée à l'ESSEP Niger, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a, au nom du ministre Haji Ali Salatou, donné quelques conseils d'usage aux candidats. Je voudrais que vous vous concentrez sur les épreuves que vous allez recevoir tout à l'heure et que vous ayez confiance à vos capacités personnelles. Ne cédez pas à la tentation ou à des actes qui sont de nature à entacher la régularité de ces examens. Donc, sur ce, vraiment, je vous souhaite bonne chance, du courage. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que ne vous précipitez pas pour commencer à rédiger. Prenez votre temps pour bien comprendre les sujets. Lisez et relisez. Soyez sûr que vous avez compris avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Sur plus de 300 candidats qui vont concourir, 120 seront retenus pour 5 filières, à savoir le cours préparatoire intégré, la licence professionnelle télécommunication et informatique, la licence professionnelle management de l'économie numérique, le diplôme de technicien supérieur en technico-commercial et les diplômes de technicien supérieur technique. Les fortes précipitations enregistrées récemment dans la localité de Oura, c'est dans la région de Maradi, ont provoqué des inondations sinistrant du coup la population. Le gouverneur de la dite région est allé constater l'ampleur des dégâts et apporter une aide d'urgence aux sinistrés. Aminatou Ali Hassan et Issoufou Suleiman. Apporter son soutien aux populations sinistrées, évaluer les dégâts causés par les inondations, rencontrer les familles affectées, superviser la distribution des kits de première nécessité et réaffirmer l'engagement de nos plus hautes autorités à accompagner les victimes. Tels sont entre autres les objectifs assignés par le premier responsable de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, à travers cette visite dans le village de Oura, situé à environ 17 km de la commune urbaine de Tessawa. Touché récemment par de fortes précipitations, causant ainsi l'effondrement de 61 maisons et 8 autres endommagées. Prenant la parole à cette occasion, le préfet de Tessawa, Salifou Moumouni, a rassuré la population quant à l'engagement des autorités à trouver des solutions pour faire face à ces phénomènes climatiques de plus en plus récurrents. La visite du gouverneur pour rencontrer les populations sinistrées a apporté un réconfort à la population. Il est allé exprimer la solidarité des autorités et réaffirmer leur engagement à répondre aux besoins urgents des victimes. Nous avons enregistré 52 ménages touchés par ces précipitations-là
totalisant 600 personnes sinistrées. C'est conformément aux orientations du chef de l'État, son Excellence gendarmerie Abdraman Chani, nous avons tenu à être sur place pour non seulement apporter un confort moral à nos concitoyens, mais aussi évaluer la situation afin d'apporter la réponse adéquate. Nous avons jugé utile de venir également charger de quelques kits en bien non alimentaire et en produits vivriers afin d'accompagner ces 52 ménages sinistrés. Et c'est un engagement fort du chef de l'État d'apporter toute l'assistance requise à nos concitoyens touchés par cette situation de sinistre. Dans un élan de reconnaissance, les populations affectées ont tenu à remercier les autorités pour leur soutien. Nous remercions le président Chani Abdraman et le gouverneur de Maradi. Que Dieu les accompagne. Pour cette assistance, nous remercions vivement les autorités. Au-delà du symbole de solidarité, ce déplacement du gouverneur illustre l'engagement de l'État à rester présent, à l'écoute et résolument engagé aux côtés des populations. Le vice-président du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Bra Amadou, a rencontré hier dans l'après-midi les populations du quartier Madina 3 dans le cadre de l'initiative Tchetonkassa ou sauvegarde de la patrie. Cette rencontre a pour objectif de mobiliser les populations de ce quartier et leur expliquer le fonctionnement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Farida Yahuza Sadissou et Hamidou Abdoulaye. Dans le cadre de l'initiative Tchetonkassa, une semaine un quartier, cette campagne vise à informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens autour des objectifs du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et à renforcer l'adhésion populaire à cet outil de solidarité nationale. Lors de cette rencontre, M. Bra Amadou a rappelé que depuis la création du FSSP, le comité de gestion sillonne l'ensemble du territoire national pour expliquer les missions du fonds, notamment la mobilisation des ressources au profit de la défense nationale, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité à travers l'acquisition d'armements et de moyens logistiques dans le cadre de lutte contre le terrorisme, la prise en charge des populations déplacées, le soutien aux actions citoyennes de mobilisation sociale, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes grâce au financement de projets innovants. De son côté, le représentant de l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 3 a salué l'initiative de Tchetonkassa qu'il qualifie de noble et salutaire. Après avoir utilisé plusieurs types de canaux de communication aux fins de sensibiliser les populations quant à leur participation financière et en nature, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a adopté une nouvelle stratégie de communication, à savoir Tchetonkassa, qui est une approche de sensibilisation de proximité jusqu'au niveau des quartiers afin de sensibiliser et d'écouter les populations quant à leur participation citoyenne au Fonds de solidarité. Nous invitons l'ensemble de nos concitoyens à porter une oreille attentive au message de la délégation du Fonds de solidarité, mais également à apporter sans relâche leur contribution afin d'alimenter la caisse du fonds pour le bonheur de nous tous. Quant au chef du quartier de Madina 3, il a tenu à expliquer que cette action vise à faire comprendre les objectifs qui sont assignés au fonds d'une part et d'autre part à mettre en lumière les activités réalisées par ce fonds. Auparavant de la matinée, le vice-président du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a réceptionné la contribution du Messé Mahaman Ousmane, enseignant au lycée Abaché Chebou à Niamey, avec la somme de 5 000 francs. Une somme qu'il s'engage à donner chaque mois jusqu'à sa retraite. Les forces de défense et de sécurité de notre pays poursuivent avec brio la lutte contre le trafic de drogue. Celles du département de Falmey, région de Dosso, ont procédé récemment à la saisie d'une importante quantité de drogue. La moisson a été présentée ce matin aux autorités départementales. Manu El Hajsido et Harissou Garba. Les forces de défense et de sécurité du département de Falmey dans la région de Dosso ont effectué d'importantes saisies de drogue qui ont été présentées aux autorités départementales. Il s'agit effectivement d'un motocycliste de passage avec l'attention de nos vaillants éléments. Le monsieur avait une valise attachée sur sa moto. Ils l'ont interpellé et l'ont demandé le contenu de la valise. Il a dit qu'il n'y a rien dans la valise. Voilà ce qu'ils ont constaté. Il s'agit effectivement de
13 boules de chanvre indien d'un poids de 11 kg 700. Dans la journée du 3 août 2025, pendant que les patriotes sont en ville et en brousse en train de planter des arbres, il y a des gens qui veulent faufiler avec cette drogue que vous voyez devant nous. Donc ils étaient venus à deux sur une moto. Et 2 sacs de feuilles de baobab, ils l'ont interpellé et l'ont demandé à l'ouvrir. C'est ainsi qu'ils ont constaté effectivement qu'il s'agit de 40 280 comprimés de diazépam, communément appelé D5, et 2900 comprimés de tramadol. Donc je lance un appel d'abord à nos voyants FDS de doubler de vigilance. Selon le président du tribunal d'instance de Falmey, la justice jouera aussi sa partition. Nous tenons à féliciter les FDS, à les encourager pour cette importante saisie, qui n'est pas la première d'ailleurs. Nous saluons vraiment leur courage, nous saluons leur engagement. Je profite de cette occasion pour demander à la population de collaborer. Pour notre part, je tiens à vous rassurer que la justice, Inch'Allah, jouera sa partition. Le préfet du département de Falmey, lui, se réjouit des prouesses enregistrées par les forces de défense et de sécurité, et c'est pourquoi il leur a, au nom des plus hautes autorités de notre pays, exprimé toute sa gratitude et tous ses encouragements. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, je suis venu encourager et féliciter les FDS pour cette prouesse. Et grâce à leur vigilance, ils ont pu mettre la main sur des délinquants. Et je suis venu aussi les encourager par rapport à la cohésion et la solidarité entre les FDS dans le département de Falmey. Pour joindre l'utile à l'agréable et en guise de reconnaissance, le préfet capitaine Issa Kaïde Issa a décerné des témoignages officiels de satisfaction à plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité pour service rendu. Du sport, précisément du football dans cette édition. Oui, nous revenons sur les échos de notre équipe nationale, le MENA, engagé dans la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN en Ouganda. Après un premier match difficile, le MENA tente de se relancer et prépare activement sa deuxième sortie face à l'équipe hôte. Hassimi Abdoulaye. Après une première sortie perdue face au Sili national de la Guinée, l'heure est à la remobilisation pour repartir au combat. Contre la Guinée, le MENA a vu ses forces et ses faiblesses, imposant dans le secteur défensif, mais inefficace dans les phases offensives. Cependant, le sélectionneur Haroun Abdullah et les joueurs restent confiants quant à la suite de la compétition. Le MENA a les atouts pour imposer un rythme de jeu, quel que soit l'adversaire en face. Déjà en considérant qu'on a perdu, on a fait un faux pas sur ce premier match. Là, il faut avoir la ressource pour aller chercher les points et pour espérer continuer et bien continuer la compétition. On va jouer contre le pays organisateur devant son public, ça va être encore plus corsé. Il faudrait que les jeunes le comprennent et qu'ils relèvent véritablement leur niveau, de jouer leur niveau d'envie. Essayer d'aller surprendre cette équipe ougandaise. Ça ne va pas être un match cadeau. Il faut qu'on aide la ressource pour aller chercher cette force. Avec tout le public qu'ils ont, bon, nous, on reste déterminés sur notre match. Ça ne sera pas un match facile, mais on fera tout notre possible, Inch'Allah, tout notre possible, mettre assez d'engagement pour arracher les trophées. Au niveau de l'instance fédérale, l'état d'esprit est également au beau fixe. Une bataille est certes perdue, mais pas la guerre. C'est vrai, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Les joueurs, ils sont conscients de la tâche qui les attend. Et ils savent que ça ne sera pas facile, mais ils seront à la hauteur. Ils se sont parlé eux-mêmes entre eux. Et ensuite, après notre interview avec eux, ils ont promis vraiment de faire un grand jeu, de sortir le grand jeu pour vraiment réussir la prochaine sortie. Nous avons tous suivi le match. Je ne dirais pas que nous méritons de gagner, mais nous ne méritons quand même pas de perdre ce match. À la rigueur, on devait peut-être s'en sortir avec un match nul. Mais bon, c'est le football, la Guinée a pris des courage sur nous. Mais nous pensons que contre l'Ouganda, le pays organisateur, nous avons vraiment notre chance à jouer. Si les enfants écoutent ce que
les entraîneurs vont sur le terrain et la tactique qui va être mise en place. Je crois qu'au soir de ce match-là, nous sortirons vainqueurs. La démarche des encadreurs pour donner de l'élan à l'équipe est très encourageante. La confiance demeure à tous les niveaux. Le Niger est quand même à sa 5e qualification. Il est vrai que les joueurs ne sont pas les mêmes, mais nous avons une très bonne équipe. Ça va aller, Inch'Allah. Et je demande au public nigérien d'être confiant, d'avoir confiance à notre jeunesse, d'avoir confiance à notre équipe. Et puis, Inch'Allah, on va réserver la surprise. Prochaine sortie du 11 national nigérien, le lundi 11 août 2025 à 20h contre les Crânes de l'Ouganda. Une équipe ayant lourdement perdu devant son public 3-0 face au Fennec d'Algérie. Il faudra alors au MENA monter la barre assez haute pour arracher la victoire. Bonne chance alors au 11 national. À présent, le journal de l'Alliance des États du Sahel AES, les nouvelles du Mali et du Burkina Faso avec nos reporters de ces pays et aussi du Niger à travers les activités des ressortissants de la Confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel sous la supervision de Abdoulaye Koulibaly. Bonsoir. Bientôt, un complexe charbonnier pour la souveraineté énergétique dans l'espace confédéral AES. Ce projet, qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée, est ici porté à l'appréciation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, par les émissaires du président nigérien. L'initiative renferme bien des ambitions sous-régionales et les envoyés du général d'armée Abdourahmane Tiani sollicitent l'adhésion du Burkina Faso pour la réalisation du projet. Un grand honneur et une fierté d'échanger sur un projet structurant. Et le projet structurant, c'est le projet du complexe charbonnier Salkadamna, qui a pour objectif de jeter la base de la souveraineté énergétique des États de la région, mais aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable. Nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, pour une population du Niger, mais pour toute la région du Sahel. Pour ces émissaires du chef de l'État nigérien, la réalisation du complexe charbonnier est plus que jamais un défi collectif, un instrument pour l'indépendance énergétique des pays de l'AES. Et les concertations vont se poursuivre pour la concrétisation de cet ambitieux projet. Nous voudrons vraiment faire remercier les autorités du Turkménistan. Nous avons eu l'opportunité et l'honneur d'être reçus par son Excellence le président du Turkménistan. Au cours de cette audience, nous lui avons transmis de chaleureuses salutations de son homologue, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Nous lui avons également remercié pour l'invitation qui a été adressée au Mali d'assister à cette importante conférence des pays sans littoral. Il nous a prodigué de bons conseils pour renforcer les relations entre le Mali et le Turkménistan, aussi bien dans un cadre multilatéral qu'est la conférence des pays sans littoral, également dans un cadre bilatéral. Je voudrais indiquer qu'il existe déjà
quelques relations entre le Turkménistan et le Mali. À titre illustratif, à Ashgabat, dans la capitale du Turkménistan, il y a une rue qui porte le nom de la capitale du Mali, Bamako. Et à Bamako également, nous avons une rue qui porte le nom de Ashgabat, donc la capitale du Turkménistan. Donc, cela veut dire qu'il y a plusieurs matières, plusieurs domaines dans lesquels nous devons renforcer nos coopérations. Globalement, ceci est le point de vue et la vision convergente à la fois du président du Mali et du président du Turkménistan. Aucun pays ne devrait être laissé de côté à cause de sa situation géographique. Pourtant, dépourvus d'accès à la mer, les pays enclavés doivent compter sur d'autres nations pour leur importation et exportation. Le manque d'accès à la mer et le coût élevé du transit sont autant de facteurs qui entravent le développement des pays sans littoral. À Awaza, en marge d'une réunion plénière, se sont déroulés 5 panels de haut niveau consacrés au plan d'action d'Awaza pour la période 2024-2034. Lors de la table ronde thématique interactive numéro 2 intitulée « Saisir le potentiel transformateur du commerce, de la facilitation du commerce et de l'intégration régionale pour les pays en développement sans littoral », le ministre de l'Industrie et du Commerce a donné la vision du Mali. Sur la base de cette vision stratégique du président de l'attention chef de l'État, le gendarme Assimi Goïta, nous avons posé 3 problématiques à cette conférence. La première problématique, c'est comment aujourd'hui construire des infrastructures de base pour soutenir le développement économique durable du Mali. Premièrement. Deuxièmement, comment renforcer la connectivité entre les pays de transit et les pays en développement sans littoral. Et enfin, comment promouvoir les systèmes de transit sans entrave de façon à permettre, à assurer la fluidité, n'est-ce pas, des échanges commerciaux entre nos différents pays. Une fois que nous avons posé ces 3 problématiques, nous nous sommes inscrits aussi dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, l'AIS. Comment aujourd'hui permettre au Burkina, au Mali, au Niger, à travers la création de la Banque de développement et d'investissement, comment créer les infrastructures de base pour assurer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AIS. Pour sa part, le ministre des Transports et des Infrastructures est intervenu dans la table ronde thématique interactive numéro 3 sur le thème « Construire des infrastructures durables, à renforcer la connectivité et promouvoir les systèmes de transit sans restriction pour les pays en développement sans littoral ». La présentation par l'ensemble des PDCL, les 32 pays du monde sans façade maritime, un constat est général. Il s'agit du coût du transport. Le coût du transport constitue à peu près 50% de la valeur de nos frais. Donc des discussions ont été menées entre nos pays et entre les organisateurs afin de prendre nos difficultés en compte. Parce qu'un programme déjà d'action a été élaboré, 2024-2034. Et nous avons demandé à ce qu'on applique effectivement la Convention de Vienne qui prend en charge les préoccupations des PDCL. En marge de la conférence se sont tenus des événements parallèles comme le forum des parlementaires et celui de la jeunesse et du secteur privé. Et là, c'est un appel à toute la jeunesse du Mali d'être active, d'être là pour le futur de demain, pour le futur de l'Afrique et aussi pour le futur des 32 pays en développement sans littoral. La 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza a permis aux participants de faire le tour des sujets clés comme le commerce et le transport, l'accès au marché, le développement durable, les partenariats et le changement climatique. 2 ministres du Burkina Faso et un du Niger prennent part à la conférence. Chantier de l'amphithéâtre du centre universitaire de Gawa, le coordinateur technique de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous s'y rend sans préavis. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux plusieurs mois après le lancement. Le constat est sans appel, les délais ne sont pas respectés. L'aspect du chantier est très loin de nos attentes.
Donc pour cela, nous avons transmis des injonctions en fait à l'entreprise et nous avons demandé de nous transmettre un planning actualisé global et un planning hebdomadaire, d'abord le lundi au plus tard, et chaque vendredi nous transmettre le planning hebdomadaire, non seulement au bureau des grands projets, mais aussi la direction régionale, ce qui va nous permettre de faire un suivi régulier et au jour en fait, de l'exécution des travaux. Face à ce retard, Dr Raymond Gouba donne des instructions à l'entreprise en charge de l'exécution. Il appelle à une accélération des travaux afin que le centre soit fonctionnel dans les délais requis. On sait qu'on est en retard, donc on est en train de voir pour quadrupler en fait les effectifs pour que les travaux puissent aller. C'est vrai qu'on fait des travaux de nuit, mais on a pris conscience en fait que les travaux de nuit n'étaient pas suffisants. Donc on veut encore augmenter le personnel pour que nous puissions en fait d'ici la fin septembre là, en tout cas arriver. En tout cas c'est un défi pour nous. On prend toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir en fait arriver à livrer le chantier au temps. Dans le cadre de l'initiative pour une éducation de qualité pour tous, le gouvernement burkinabé s'est engagé à construire 40 amphithéâtres au profit des universités. L'État tient à ce que chaque échéance soit respectée pour offrir un cadre d'apprentissage digne aux futurs pensionnaires.